le Niger rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Mais le Sénégal... Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, le Niger et le départ de l'armée américaine qui arrive à son épilogue. Pourtant, le Sénégal maintient ses relations. Et c'est ce Sénégal d'Ousmane Sonko qui avait dit vouloir envoyer des soldats sénégalais au Mali. Dieu sait mettre les hommes à l'épreuve. Hein. Quand vous êtes opposant, vous parlez. Vous dites, c'est Alassane Ouattara, c'est exactement la même chose. Donnez-moi 5 ans. Il est dans 15e année. Ça, c'est Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans. Et il continue de mentir encore. Des promesses sur des promesses. La base aérienne 201 d'Agadez pour loger encore 200 militaires américains fermés, alors que les États-Unis s'étaient engagés à quitter le pays avant le 15 septembre. L'épidémie de Mpox qui continue sa propagation en Afrique de l'Est. De 12 000 cas suspects ont été enregistrés en République démocratique du Congo, avec 450 décès depuis le début de l'année. Une situation alarmante selon l'organisation. Ce que les gens, cette maladie dont les gens parlent au niveau de le virus Ebola, c'est pas là-bas que ça a commencé? Ou bien, c'est pas en RDC que ça a commencé à faire d'Ebola là, où ça tuait les gens? Mais c'est pas en RDC, dans les profondeurs de la forêt dense, la RDC, que les Américains ont des laboratoires biochimiques où ils développent des armes bactériologiques pour... C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Les Américains ont des laboratoires comme ça un peu partout dans le monde, sur tous les continents. En Europe, c'était en Ukraine, c'est la guerre qui les a chassés. Et ils ont découvert que le virus du Covid-19, c'était les Américains qui mettaient ça en place. L'objectif, c'était de déstabiliser l'économie chinoise, qui devenait beaucoup trop gênante. Parce que toutes les décisions, toutes les sanctions prises ne servent à rien. Donc, il faut injecter ce virus-là en Chine pour décimer au maximum la population chinoise. C'est à partir de l'Ukraine que le virus a été injecté en Chine. Et Dieu merci, la Russie a su contenir, l'Afrique a su réagir positivement. On déplore quelques décès, mais on a pu rester. C'est pourquoi, quand j'ai vu la dernière fois, on dit qu'on relancer Covid-19, j'ai dit, pardon, madame la ministre de la Santé, à cause de Dieu, il faut arrêter ça. Toi-même, tu ne sais même pas de quoi est composé le vaccin. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Pourquoi vous ne faites pas les tests quand les gens viennent vous donner les vaccins en Afrique, là? Pourquoi les officiels, là, vous, les ministres de santé, là, quand on vient vous donner les vaccins, là, pourquoi vous ne prenez pas les échantillons pour faire des tests? Et puis vous injectez à la population. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris chez nous, les Africains. Aujourd'hui, les Américains ont interdit. Personne ne peut faire l'injection du Covid à qui que ce soit aux États-Unis. Ils ont déclassifié tous les dossiers. Le Congrès a dit plus jamais, c'est terminé. Mais est-ce qu'en Afrique, ici, on a ça? On vient vous donner les vaccins. Vous ne les prenez pas. Vous ne faites pas les tests. Mais envoyez dans des laboratoires spécialisés. Si vous n'en avez pas ici, vous avez des pays partenaires. Vous pouvez envoyer en Turquie, vous pouvez envoyer en Russie, vous pouvez envoyer en Chine, vous pouvez envoyer dans d'autres pays si vous n'avez pas les compétences technologiques. Pour que les gens font comment on appelle ça, des examens poussés sur les vaccins qu'on livre à l'Afrique. Vous ne faites pas ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Donc, je reviens pour dire que on va écouter. C'était juste une petite parenthèse. Hein. C'est encore au Congo. Ebola, c'était au Congo. Voilà, ça là encore, c'est Congo. Mais j'ai un président, le plus grand sapeur de tous les temps. Paul Kagame lui a dit, si tu es garçon, là, il faut venir. Je vais te détruire. Ils ont fait quoi? Zéro. Quand Paul Kagame a sorti ses missiles, et puis il a orienté ça vers Kinshasa, c'est la grande gueule là, du président, là, Tshisekedi, là, il a fermé sa bouche. Quand Paul Kagame a sorti ses missiles, et puis il a orienté ça sur Kinshasa, les Américains lui ont dit, oh, Kagame, pardon. Kagame dit, moi je ne suis pas camarade de quelqu'un. S'il a grande gueule, là, je vais décimer son pays tout de suite. Est-ce que vous voyez encore le gars parler? Vous le voyez encore hurler? Vous le voyez encore faire la grande gueule parce qu'il voulait deuxième mandat. Alors, comme il voulait deuxième mandat, il a beaucoup parlé, il a parlé, voilà ça. C'est ça la réalité. On va continuer d'écouter. La santé.
Enfin, nous irons à la rencontre d'une ONG ougandaise qui lutte contre les violences sexuelles à travers une campagne de sensibilisation destinée aux hommes. 95% des femmes ougandaises ont été victimes de violences sexuelles après l'âge de 15 ans, selon le truc. On va écouter ça Mais rapidement. avant de développer ces titres, on vient de l'apprendre 2 jours après le Mali, c'est au tour du Niger de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le CNSP justifie cette décision par, je cite, l'apologie du terrorisme de la part de l'Ukraine, accusée d'avoir soutenu les séparatistes et les djihadistes lors des combats contre l'armée malienne soutenue par le groupe Wagner à Tinzaouaten, c'était la semaine dernière. Alors, vous venez d'entendre. Le Niger a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Vous avez vu, et j'ai même vu des gens qui ont sauté CEDEAO, que la CEDEAO a fait quoi la même la journée, que la CEDEAO a... ils ont dit quoi, la CEDEAO a fait quoi là, que la CEDEAO a fait un communiqué. Il y en a même qui ont dansé. Moi j'ai dit, pour une fois, ils ont fait un communiqué. Mais vous savez, contrairement aux Européens, aux Occidentaux, je le répète, qui vont au-delà de communiquer, ils prennent des actions, ils posent des actes. Ils décident de sanctionner, ils décident de rompre. Je vais vous ramener un peu au Venezuela, avant les élections actuelles. Lorsque le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, le petit plaisantin, s'est autoproclamé président par intérim, toutes les diplomaties occidentales, sans exception, ont apporté leur soutien et ont décidé de reconnaître. Rappelez-moi son nom, là, le comédien là, au Venezuela. Là. Il a disparu maintenant, on ne sait même plus. Là. Ils lui ont accordé leur soutien, patati patata, ils l'ont reconnu comme président intérimaire du Venezuela. Il a même fait des tournées européennes, il est allé aux États-Unis, tapis rouge. Vous avez tous vu, hein? Une façon de narguer Nicolas Maduro parce que celui-ci était en relation avec Poutine. Et quand ça commençait à devenir grave, il allait rapidement voir Poutine. Il allait confier le Venezuela à Poutine. Et quand Poutine, après son retour, parce que Poutine est très fort dans ça, Poutine vous fait déplacer de votre pays, du bout du monde au bout du monde, personne ne sait que vous avez voyagé. Toutes les images prises sont conservées jusqu'à ce que vous retourniez dans votre pays. Et votre déplacement, il n'y a même pas de fuite dans votre propre pays. C'est ce qu'il a fait à Bachar al-Assad, c'est ce qu'il a fait le président cubain, c'est ce qu'il a fait à Maduro et bien d'autres présidents. Personne ne sait quand ils sont allés. C'est du retour chez eux qu'on voit les images sur les réseaux. Et quand ils ont vu les images du président vénézuélien à Poutine et le soutien que Poutine a, ils ont arrêté, ils ont laissé tout ce que le gars vénézuélien. Les Américains ont levé les sanctions parce qu'ils ont besoin du pétrole vénézuélien. Le Venezuela est pour le moment officiellement la 3e réserve mondiale du brut pétrole. C'est le Venezuela. Même quand ils ont mis les sanctions sur le pétrole vénézuélien, Maduro a demandé le soutien de Poutine et Poutine a fait entrer le pétrole vénézuélien sur le marché des BRICS. C'est là que le monsieur a commencé à avoir un peu d'argent parce qu'on l'avait, merci Waldo, c'est là que, parce qu'on l'avait fermé partout. Et c'est quand il a commencé à vendre au pays du BRICS qu'il a commencé à respirer un peu, l'économie a commencé à se retrouver un peu. Parce que Poutine, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il est de loin le meilleur président, le plus grand stratège sur le plan international de tous les temps. Évidemment, nous, nos présidents, pour être un bon président, il y a un passage, quand tu passes là-bas, là, tu deviens, Poutine est passé au KGB, avant que ça soit FSB aujourd'hui. C'est la même chose avec nos présidents militaires, qui sont de véritables stratèges en Afrique. Il n'y a pas 2 présidents qui sont à la hauteur de ces 3 présidents en Afrique. Il n'y en a même pas. Ça, c'est pas
lancer des fleurs à nos présents. Regardez les difficultés qu'ils traversent et comment ils arrivent à gérer. Alors donc, le Niger a rompu sans tourner autour du pot. Comme j'ai dit, le Burkina, c'est même pas un problème pour le Burkina, puisque c'est... Mais du côté, je le répète, du côté alors donc, oh là là. Alors donc, j'ai eu de l'autre côté là-bas, on a un petit souci de connexion au niveau de YouTube. Alors, donc on va continuer directement sur Facebook ici. Alors, quand vous réfléchissez et puis vous voyez la décision du Niger de soutenir la décision du Mali. C'est vrai, il y a la solidarité qui est là. Mais le Niger est aussi menacé par ces actions terroristes. Le Sénégal aussi. Et c'est malheureux que Ousmane Sonko, Diomaye Faye, n'ait pas écouté le capitaine. Quand le capitaine a dit tout pays qui soutient le terrorisme doit se remettre en cause parce que tôt ou tard, les terroristes viendront vous frapper sur vous. C'est ce que le Nigeria vit. C'est ce que le Bénin vit. C'est ce que le Togo vit. C'est ce que la Côte d'Ivoire vit. Ça n'a pas commencé encore à s'intensifier dans ces pays, mais ils ont déjà reçu des attaques. Le Sénégal, jusque-là, peut être épargné. Donc, quand vous êtes au pouvoir, on vous dit, nous avons une certaine alliance avec les terroristes. Je vais vous développer ça pour que vous compreniez bien la position du Sénégal. Le Sénégal refuse de prendre une décision. Vous croyez que les deux visites de Diomaye Faye en France, vous croyez qu'il n'a pas été briefé par le service de renseignement français? C'est pas des rencontres sous projecteur, des caméras, des télévisions. Ce sont des rencontres entre différents services, des informations par-ci par-là, et puis ils viennent, ils font le CR, le compte rendu au président. Vous croyez que réellement le Sénégal n'a pas été briefé de cette situation? Diomaye, s'il n'a pas été briefé, c'est que c'est le président le plus stupide au monde. C'est que c'est le président le plus idiot au monde. Il a été briefé. Il savait très bien. Moi, vous savez, ma conception de la politique n'est pas cette conception étriquée, cette vision minimisée. Moi, je vois la politique sous un angle beaucoup plus large. Et là, quand vous voyez la politique beaucoup plus large, vous avez une meilleure compréhension. Mais quand vous limitez votre politique à des petits faits sporadiques, des petits faits ponctuels, ah ça, aujourd'hui c'est ça, papa. Et puis vous êtes incapable d'élever votre esprit pour aller encore dans d'autres sphères, comprendre les choses, vous allez souffrir en matière de compréhension ou d'analyse en stratégie politique. Vous n'allez rien saisir. Parce que le monde ne s'arrête pas à votre petit carré. Le monde va au-delà de votre vision. Et vous devez faire en sorte que votre vision, votre conception du monde politique puisse couvrir l'ensemble de tous les États, tous les pays. Ce qui fait que je suis à l'aise quand je parle du Venezuela, je parle de, comme on appelle, de Singapour, je parle de la Chine, je parle de l'Ukraine, je parle de la Turquie, je parle de Bangladesh, je parle de l'Iran, je parle d'Israël. Donc ça fait que cela vous donne une vision beaucoup plus large pour comprendre tout ça. Parce que tout, d'une manière, est lié. Je vous ai toujours dit, si vous déconnectez, vous n'allez rien saisir. Est-ce que vous pouvez me dire que Diomaye Faye, sa dernière visite en France, il n'a pas été briefé? Il a été briefé. Même si on ne lui a pas donné des éléments concrets, des éléments précis, mais on lui a donné une idée. Et Diomaye savait très bien. Le Sénégal savait très bien. Le Sénégal était très bien informé.
de ce qui allait se passer dans le Sahel. Pourquoi vous croyez que la CEDEAO a choisi ce petit président-là, un président sans expérience, pour être négociateur, facilitateur? Quelle expérience il a pour être facilitateur entre la CEDEAO et les pays de l'AES? Quel est son bagage politique? Quel est son parcours politique? Est-ce qu'il est connu comme négociateur? Parce que pour prendre quelqu'un comme négociateur, il faut que, soit la personne est directement impliquée, ou soit la personne a une connaissance dans les négociations. Diomaye n'a ni l'un ni l'autre. Il n'est pas impliqué directement, il n'a aucune connaissance dans les négociations. Alors pourquoi il a été choisi un novice comme lui? Quelqu'un qui n'a aucune connaissance, aucune maîtrise en ce qui concerne la géopolitique. Pourquoi il a été choisi? Il a été choisi à la demande de la France. Et il a été choisi parce qu'il y a des informations qu'on lui a données. Et il sait, il a été, Diomaye, si tu es garçon et que tu penses que je mens, si tu ne sors pas pour établir la vérité, ou du moins, c'est ceux qui savent que Diomaye est infusé. Que Dieu vous maudisse à jamais. Parce que je sais, je vous ai toujours dit que moi, je suis dans cette confidence-là. Et si vous croyez qu'il y a quelqu'un qui, moi, je ne suis pas Christian, je l'ai dit tout à l'heure, au commencement de mon truc. Je ne suis pas enquêteur. Je ne suis pas un investigateur. Non. Mais je reçois pour moi de la part de mon Seigneur, c'est tout. Et quand je donne avec la plus grande certitude, parce que je sais que personne ne peut démontrer que ce que je dis est faux. Mais vous dire que de vous apporter la preuve, je n'apporterai aucune preuve, parce que les faits sont avec moi. La preuve, restez là, tendez l'oreille, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai dit une fois, et puis les gens n'ont pas vu la preuve. Moi, je n'apporte aucune preuve. La preuve s'impose par elle-même. La preuve va s'imposer par elle-même. Pourquoi le Sénégal n'a pas renvoyé l'ambassadeur d'Ukraine? Posez-vous cette question. Pourquoi les propos du Sénégal sont mesurés? Posez-vous cette question. Ça veut dire que le Sénégal était dans la confidence de ce qui allait se produire. Le Sénégal savait très bien ce qui allait se produire. Alors, vous croyez que le fait d'avoir choisi le Sénégal, le président sénégalais comme facilitateur dans les négociations entre la CEDEAO et l'AES, vous croyez que ça n'a pas de relation avec ce qui s'est produit? C'est là où nous avons dit que le petit, il est idiot, on vient de le piéger. Alors, vous croyez qu'avec une telle situation, le Mali est prêt à écouter? Le Mali est prêt à écouter Diomaye? Vous croyez que le Mali est prêt à écouter Diomaye? Vous croyez que Diomaye peut encore parler entre le Mali et la CEDEAO après ce que nous avons vécu et nous savons que le Sénégal a fait de la rétention? Le Sénégal avait cette information-là. Moi, je vais vous faire une petite confidence. Quand vous fouillez, c'est le président qui m'a beaucoup inspiré à Sékou Touré, parce que les autres, je ne les ai pas trop connus. Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, c'est des gens que je n'ai pas trop connus. Mais je me suis plus accentué à connaître Sékou Touré et le président Houphouët. Vous savez, le président Houphouët, chaque fois qu'il se déplaçait pour aller à Paris, c'était sur invitation. Et la plupart, quand le président français vous invite, il y a une déclaration officielle. On dit, cette déclaration officielle, visite officielle du président à l'invitation de son homologue. Mais en réalité, quand vous allez vous déplacer avec un certain nombre de personnes, mais il y a une personne dont on ne cite jamais le nom. C'est le directeur du renseignement. On ne dit jamais le nom du directeur du renseignement. Le directeur du renseignement, on ne dit jamais son nom. Mais le directeur du renseignement est toujours dans ses zones de déplacement. Ou le directeur ou son adjoint. Ou quelqu'un avec un niveau d'accréditation beaucoup élevé. Et quand ils vont à marge de la rencontre du président, ils ont des rencontres privées. En dehors de tout, sorte de projecteurs et de toutes sortes de caméras. Ils échangent, ils parlent. Je vous ai dit que l'Algérie, l'armée algérienne est un État dans un État. Au regard de la force et la puissance de l'armée algérienne, qui impose sa volonté aux politiciens.
quand le Sénégal quand le président sénégalais, la dernière visite surtout, vous croyez réellement qu'il n'a pas été briefé sur certaines intentions? La rencontre qu'il a eue, le service de renseignement sénégalais, le service de renseignement français, ils ont berné les Sénégalais, ça je vais vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, ils regrettent. Mais c'est pas suffisant pour nous. Ils sont tombés dans un piège qu'ils ont du mal à comprendre. Comme des novices, ils ont été manipulés, piégés. Parce qu'ils ont fait croire aux Sénégalais que ce qui se joue dans le Sahel, ce n'est pas une histoire de terrorisme en réalité. Le soutien de la communauté internationale, c'est par rapport aux choses, aux rebelles Touareg. Mais attendez, si j'ai bonne mémoire, vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec la Gambie. Sénégambie, vous vous rappelez? Il y a un fleuve Sénégambie, quelque chose comme ça. Vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec la Gambie. Vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec la Casamance. C'est pourquoi Ousmane Sonko a été traité de terroriste quand Macky Sall était au pouvoir. Parce que les Casamassais, il y a cette histoire, cette velléité d'indépendance de la Casamance. Vous savez, Dieu permet, en fait, ce que j'avais préparé pour dire aujourd'hui par rapport même au communiqué du Mali, c'est ça aussi souvent, c'est pourquoi je n'ai pas préparé, je n'ai pas décidé en avance ce que je vais dire. Parce que quand je viens, tout de suite, j'ai l'impression que Dieu m'amène sur notre terrain pour que les gens comprennent très bien ce qui se joue. Je voulais parler de ce communiqué-là et puis décortiquer une fois de plus la révélation du capitaine Traoré, mais curieusement c'est le Sénégal encore qui est à l'œuvre, donc vous allez accepter que je continue de parler de cela, parce que si je coupe tout de suite, ça va perdre toute valeur. Alors, le Sénégal, il y a la Casamance, il y a la question casamassaise, la Casamance. Vous savez, c'est une région qui a été longtemps délaissée par les autorités sénégalaises. C'est Macky Sall qui a commencé à investir pour atténuer les disparités, pour diminuer, comment je peux vous dire ça, cette balance entre certaines régions et la Casamance. La Casamance, ils sont traités comme des terroristes. Ousmane Sonko, il est maire de là-bas. Il a cédé son fauteuil quand il est devenu Premier ministre. Mais il est de la Casamance. Et c'est des gens qui sont considérés comme des terroristes, des séparatistes. Le Sénégal connaît ce que c'est que combattre le terrorisme. Le Sénégal sait ce que c'est que combattre ceux qui veulent couper le pays en deux, notamment les gens de la Casamance. Bon, les gens, ça c'est... Merci beaucoup, les disparités, merci beaucoup, Nelly. Les disparités régionales. Alors, vous savez, ce qui s'est passé là, ce n'est pas pour rien. Mais je vous jure au nom de Dieu, le Sénégal va regretter. Vous savez pourquoi? L'ambassadeur de l'Ukraine aurait pu faire ça en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de l'Ukraine aurait pu faire ça dans n'importe quel autre pays. Pourquoi? Dans n'importe quel autre pays de la CEDEAO. Est-ce que l'Ukraine n'a pas une ambassade au Nigeria, au Bénin, au Togo, en Sierra Leone, au Libéria, au Ghana? Mais pourquoi, précisément, c'est l'ambassadeur du Sénégal, de l'Ukraine au Sénégal? Pourquoi c'est précisément cet ambassadeur ukrainien au Sénégal? Posons-nous cette question. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit. Dieu a voulu mettre Sonko et son frère là à l'œuvre. Tous les beaux discours qu'il a tenus. Merci pour le pouce. Dieu a voulu les mettre à l'œuvre. Ça c'est un. Deuxièmement, la Casamance. Merci beaucoup. Deuxièmement, la Casamance. Il y a des velléités de séparatisme ou d'autonomie, quelque chose comme ça. Ils veulent être une région autonome.
pas un pays indépendant, mais ils veulent une certaine forme d'autonomie que le Sénégal a toujours refusé. Les autorités, ils ont toujours combattu la rébellion dans cette région-là. Le Mali a vécu la même situation. Le Mali vit la même situation. Et ceux qui ont dit qu'ils vont soutenir le Mali, le Premier ministre est le maire de cette région. Alors comment comprendre qu'il reste muet face à une telle réalité, alors que lui, il sait que la Casamance a subi trop de frustration de la part des autorités avant leur arrivée au pouvoir. Alors, quand vous regardez tout ça et voir qu'ils sont mieux et qu'ils sont même incapables même de renvoyer l'ambassadeur de l'Ukraine du Sénégal, la diplomatie, vous pouvez dire, ok, vous pouvez rappeler votre ambassadeur de l'Ukraine pour consultation et demander à l'ambassadeur de l'Ukraine de rentrer dans son pays jusqu'à nouvel ordre. Mais le jeu double et trouble de ce Dieu-là, Sonko Diomaye, ils vont payer cher. Pour le moment, ils sont en train de travailler. Ils croient que non, il y a les ressources. On sait où il faut aller chercher l'argent. On va l'investir. Mais tout ce que vous avez tenu là, comme propos, quand vous étiez opposant, vous ne respecteriez. Et Dieu vous met au défi. La première situation, la première crise, pendant que vous êtes au pouvoir, Dieu attend votre réaction. Au regard de ce que vous avez dit, les propos que vous avez tenus quand vous étiez opposant. Dieu sait qui vous êtes. C'est pourquoi Dieu vous a laissé parler. Et Dieu vous a mis devant le fait accompli. Je répète, l'Ukraine a beaucoup d'ambassades ou beaucoup d'ambassadeurs dans la sous-région. Pourquoi c'est celui du Sénégal qui a parlé? Ce n'est pas fortuit. Tout est lié et tout a une connexion. Eux, ils peuvent, les autorités peuvent se taire, les autorités peuvent dire ceci, les autorités peuvent dire cela. Bon, c'est leur choix, nous respectons. Mais ce qui est sûr, d'une manière ou d'une autre, ils vont payer. Ça, c'est une certitude absolue. Ils vont payer, ils vont le regretter. Quand vous dites, je suis panafricain, on va vous soutenir dans votre combat, et vous ne le faites pas. On va vous accompagner, vous ne le faites pas. Diomaye va en France, vous croyez que c'était une visite de beau jour, allez, ils vont manger à l'Élysée, ouverture des JO, vous croyez que ça s'est arrêté là? Ça, c'est la face visible qu'on veut que chacun retienne. Mais là où personne n'a une idée, c'est ce qui s'est dit dans la plus grande discrétion, sans caméra, sans photo, sans microphone, sans rien. C'est là, et Diomaye ne peut pas dire s'il craint Dieu et qu'il sait qu'il va aller se coucher dans la poussière demain s'il est garçon. Il n'a qu'à dire que ce que je suis en train de dire est faux. Parce que je jure même que ceux que je connais vont dire, mais diable, comment il sait tout ça? Parce que vous ne savez pas qui je suis. Vous avez été briefé au Sénégal. Ce qui est arrivé au Mali, nos autorités le savent. Et nos autorités savent très bien que vous avez été briefé. Nos autorités savent très bien. Donc, ce qui fait que votre petite complaisance de communiquer bidon que vous avez publié là, nous on a vu, nos autorités ont pris acte. Mais croire qu'ils sont naïfs, qu'ils ne savent pas, c'est la pure bêtise que vous pouvez imaginer. Chez vous, au Sénégal, ils savent très bien. Ils savent très bien. Pourquoi vous n'avez pas chassé l'ambassadeur de l'Ukraine? Parce que le président sénégalais, on lui a dit, tu restes en dehors de ça. Tout ce qu'ils vont faire là, dans le Sahel, là, ils ont déjà tout dit à ce gars-là. Ils lui ont tout dit. Nous allons agir dans le Sahel, on ne veut pas l'intervention du Sénégal. Ousmane Sonko le sait. Diomaye lui a dit. Nous allons passer par tous les moyens pour rendre la vie compliquée à ces trois présidents. Le Sénégal le sait. Sinon, leur prise de pouvoir, pourquoi ils n'ont pas envoyé
une équipe d'experts pour voir comment le Mali peut retourner au port de Dakar. La Côte d'Ivoire l'avait fait, non? C'est moi, j'ai dit au ministre Abdoulaye Diop, il dit, à cause de Dieu, monsieur le ministre, ne le faites pas. Vous ne connaissez pas Ouattara tel que je le connais. Vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire tel que je la connais. Vous n'avez aucune idée de ce que ceux-là sont capables. Mais, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Je vais vous rappeler quelques petites choses. Quand à l'époque, les politiciens, les conseillers de Assimi, là, certains, ils ont manipulé, ils ont menti, ils ont trompé le président Assimi Goïta. Le Mali a fait je crois que le Mali a écrit une correspondance et le ministre Diop est allé donner ça à Ouattara. Demander à Ouattara d'intervenir auprès de la CEDEAO pour que les sanctions soient levées sur le Mali. Moi, ce jour-là, et Ouattara a fait exprès. Le service de presse de Ouattara, sa fille, sa nièce, qui est aujourd'hui secrétaire général de la présidence, là, sa nièce, là, qui est responsable de la communication, c'est elle qui a fait fuiter le document qui a mis sur les réseaux. Et moi, c'était la pire humiliation que je pouvais vivre dans ma chair. J'ai regardé, je n'ai même pas pu parler. Et le ministre Diop était humilié. Parce que les activistes ivoiriens, payés par le président, le régime du président ivoirien, ils se sont donnés à cœur joie pour salir le Mali, rabaisser Assimi Goïta, dénigrer les autorités. J'ai dit, monsieur le président, si vous m'aviez demandé, je vous aurais déconseillé par tous les moyens. J'ai dit, vous écoutez souvent les politiciens là. Faites beaucoup attention, monsieur le président. Parce que vous ne savez même pas qui est en face de vous comme président en Côte d'Ivoire. Vous n'avez aucune. Il n'y a même pas quelques. C'est là, j'ai dit, s'il y a un conseiller d'Assimi Goïta qui dit qu'il est garçon, qui connaît Alassane Ouattara mieux que moi, au nom de Dieu, si les garçons n'ont qu'à sortir. Si on finit de parler, Assimi Goïta va lui donner sa lettre de démission tout de suite. Et puis il dit, pardon, faut partir ici, c'est pas ta place. Si vous croyez que vous connaissez Alassane Ouattara mieux que moi, il n'y a pas un conseiller dans aucun ministère au Mali. Il n'y a pas un conseiller dans aucun ministère au Mali. De la primature à la présidence, il n'y a pas un conseiller qui connaît Ouattara mieux que moi. Même pas les affaires étrangères. Il n'y en a pas. Je le jure, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je connais trop ce temps. Je l'ai étudié depuis 89, quand il est venu en Afrique. Depuis 89, jusqu'en 2012, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je l'ai étudié suffisamment et je le connais. Il dit, s'il y a un conseiller ici au Mali, peu importe le ministère, s'il dit qu'on est Ouattara à cause de Dieu, Wallah, Billah, s'il dit qu'il connaît Ouattara bien que moi, il n'a qu'à sortir. Je vais lui faire regretter pourquoi il est conseiller. Mais vous avez trompé le président Assimi Goïta, ils ont menti au président, ils ont manipulé. Et Ouattara, c'était de connivence avec les services de Ouattara. Quand Abdoulaye Diop allait donner la lettre à Alassane Ouattara, la lettre qui était confidentielle, Ouattara a fait fuiter sur les réseaux. Et Assimi était très déçu, très énervé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. En bon voisinage. Vous allez voir un grand frère pour régler une situation. Et le grand frère vous humilie en publiant que vous êtes venu le voir et puis on met votre truc là sur les réseaux partout et on envoie les gens salir, attaquer, insulter le Mali partout. Et ce sont les politiciens qui ont trompé Assimi Goïta. Voilà pourquoi j'ai dit, Assimi Goïta, je ne suis pas contre tes politiques, contre tes conseillers là, mais au nom de Dieu, il y a beaucoup parmi eux là. Je ne crois même pas s'ils comprennent bien la notion de ce que toi là, tu veux en termes de souveraineté. Je ne sais pas s'ils sont d'accord avec ta conception de la souveraineté. Parce qu'au Bégagi d'Ophilie d'Olève, ça c'est pas tout. Ils ont fait ça. Et c'est après sa dernière visite du Ghana, on dit d'accord, c'est fini, que tu vas plus aller à de la CEDEAO. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ça a été la même chose. Maintenant, on le dit, on arrive. Alors, vous croyez que Diomaye n'a pas été briefé? Diomaye a été briefé. Diomaye sait très bien. Diomaye sait très bien ce qui va se passer dans le Sahel.
Diomaye sait très bien les actions de déstabilisation qui seront menées. Diomaye sait très bien la tentative d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré. Diomaye est devenu comme l'heure au feu Boigny aujourd'hui, à qui on donne toutes les informations avant de passer à l'acte. Parce que Ouattara, ils ne font plus confiance à Ouattara du fait qu'il est malade. Donc, il faut amadouer Diomaye, il faut lui donner des informations, il faut faire que Diomaye pense qu'il est important, il est puissant, il est fort. Les gens ne comprennent pas ce que les Français sont, ce que l'Occident est en train de faire avec Diomaye. Vous n'avez aucune idée. Moi, je vous donne l'information. Vous n'avez même pas une idée de ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, les Américains ont formé Ben Laden et puis c'est retourné contre les Américains. C'est comme ça qu'ils sont en train de former Diomaye. Et Diomaye aujourd'hui est le chouchou. Diomaye est le chouchou. Ils sont en train de le former. Et tu ne peux pas former quelqu'un s'il n'est pas informé. Tu ne peux pas former quelqu'un s'il n'est pas renseigné. Tu ne peux pas former quelqu'un si tu ne communiques pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Diomaye. Ils sont en train de le former pour devenir véritablement un agent double président. Et pour la CIA et pour la DGSE. Vous croyez que le président tchadien, là, Tibi est mort comment? Tibi était aussi double agent DGSE CIA. Quand il a commencé à se révolter, ils l'ont liquidé. Sinon, comment les rebelles ont pu approcher le camp de Tibi, comment ils ont contourné le camp de Tibi et comment ils connaissaient l'emplacement exact du camp de Tibi. Vous croyez qui a donné ces informations aux terroristes-là, aux rebelles tchadiens? Mais c'est la DGSE, parce que Tibi a trop parlé. Il fallait l'écarter, il était devenu gênant et encombrant. Allez-y écouter l'intervention de la femme de Bougou. C'est pas Bougouni Odey, c'est ça? Bougouni Odey, c'est ça? Le gars qu'ils ont jugé au Sénégal, là, et puis il est mort, là, l'ancien président tchadien, là. Sa femme, là, elle vit aujourd'hui, une très belle femme. Elle a parlé. Parce que, elle dit, même si je ne suis plus première dame, mais j'ai mes ramifications au sein du service de renseignement tchadien, c'est en complicité avec le renseignement tchadien que Idriss Déby a été liquidé. Idriss Déby a été liquidé en complicité avec le renseignement tchadien. Il n'y a pas d'autre choix. Comment ils ont pu, le même guet-apens qu'ils ont fait le Mali, encercler l'armée malienne, c'est la même chose qu'ils ont fait avec le président tchadien. Ils ont encerclé et ça, la première ligne de sa garde rapprochée est tombée. On les a tous liquidés. La deuxième ligne est tombée. Et quand le président a voulu, ils ont pris le véhicule le temps de trouver, je ne sais pas si c'est un aéroport, en tout cas, le temps de pouvoir retrouver son... Hissène Habré, merci beaucoup mon frère. Oumar Dibi, merci beaucoup. Le temps de retrouver où se trouvait son hélico, là. Ils ont caillassé sa voiture. Et puis, quel genre, Hissène Habré, merci beaucoup les gars. Quel genre d'armes ils avaient? Est-ce que vous avez vu le corps? Moi, je ne sais pas, c'est ma femme qui avait fait m'a montré ça. Je dis, il faut pas m'envoyer la photo. Est-ce que vous avez vu les genres de calibre qui ont été utilisés contre lui? C'est-à-dire, on ne lui a même pas laissé, c'est la femme du Sénat, merci beaucoup les gars, on n'a même pas laissé une chance à Dibi. On n'a même pas laissé, vous avez vu comment une partie de sa tête a été enlevée, comment ce sont des balles pour abattre des avions, ils ont pris sur le gars. Ils ont liquidé à hectare record toute sa garde. Et puis ils l'ont caillassé. Le temps que les renforts arrivent là, les gens se sont retirés. Ils ne pouvaient plus vivre. Une partie du cerveau est partie, le dos était ouvert, les balles ont transpercé partie, tout était gâté dedans. Comment il allait suivre ça? Mais comment les gens ont eu le plan pour encercler le monsieur? C'est la France. Ils ont fait tomber Déby. Ouattara, il est déjà mourant. Sur qui ils peuvent compter? Pour la France-Afrique, sur qui ils peuvent compter? Faure Gnassingbé, lui, il cherche le soutien de l'AES,
parce qu'il veut mourir au pouvoir aussi comme son papa. Patrice Talon, il n'est pas à la hauteur. Qui ils vont chercher? Le petit président, là, le fils de Libye, là, lui, il commence à diversifier ses relations, ses partenariats. Sur qui ils vont miser? Si vous écoutez les déclarations bidons, oh, le Sénégal dit ceci, oh, il y a là, ça va pas, ah, l'armée française va partir, c'est que vous n'avez rien compris encore. Vous vous laissez embobiner par des déclarations. Est-ce que chez nous, ici, là, quand on prend décision, là, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, ils sont en train de faire au Sénégal. Est-ce que c'est ce que le Mali a fait pour chasser la MINUSMA? Non. De toute façon, ils sont en train de faire au Sénégal. Est-ce que le Burkina a fait? Non. Est-ce que ce qu'on a fait au Niger? Non. Mais pourtant, ils sont partis. Sans tirer un coup de fusil, ils sont partis. Vous croyez que c'est qui certaines passer au Sénégal, là? Et puis souvent, quand c'est ça, les gens ils courent pour aller regarder. Mais les gens qui parlent, quand vous les écoutez, mais posez-vous une question. L'homme qui parle et puis moi, là, qui est plus intelligent que qui? C'est un secret que je vous donne. Quand vous écoutez quelqu'un, dites, qu'est-ce qui m'apporte? Et puis, vous regardez souvent, quand vous regardez le niveau de l'analyse, vous dites, pardon, mon frère, même si j'étais bien ici, il faut laisser ça comme ça. N'allez pas écouter n'importe quoi, parce que ça ne va pas vous avantager. Les bêtises du Sénégal, armée française, il y a des gens qui sont dessus parce qu'ils n'ont pas de sujet. Quittez dans ça. Si vous voulez, il y a longtemps qu'ils avaient commencé à faire quelque chose, ils vont faire quoi? Au nom de Dieu, s'ils s'amusent à dire que la France n'a qu'à partir, la Casamance, la rébellion va ça. Ils vont activer ça tout de suite. Ils vont activer la rébellion tout de suite. Si Dieu, parce qu'il y a cette réalité-là, on dit, bon, c'est nous, on contient les terroristes. Vous croyez que quand on appelle Diomaye pour aller, et puis il va là, en un temps record, 2 fois, il était obligé de partir. Pourquoi il n'a pas envoyé son premier ministre, ou son ministre des Affaires, ou son ministre de la Culture, ou du Sport, pour aller le représenter? Pourquoi il est parti? Parce qu'il y a des informations, on ne donne pas au ministre, au président, on donne. Vous croyez que ça fait des Jeux olympiques que Diomaye est parti en France? Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas que les Jeux olympiques qu'il est parti en France. Il y a des informations que à lui et Russie on peut donner. On n'a pas peur. La Russie peut intercepter des communications. Non, non. Viens, on te dit de bouche à bouche, bouche à oreille. La guerre, là, tu es venu trouver. Tu ne peux pas changer grand-chose. On va sécuriser ton pouvoir, mais reste en dehors de ça. C'est fini. On dit, ça c'était qui? Il dit, c'est au fouille. Comment il est mort? Ah, il est mort vraiment humilié. Ça c'est qui? C'est pour vous dire c'est Sego. Comment il est mort? Ça c'est qui? C'est Thomas Sankara. Ça c'est qui? C'est Sego Touré. Ça c'est qui? Ça c'est Idriss Déby. Ça c'est qui? Ça c'est Kwame Nkrumah. Tu veux rester au pouvoir? Oui, d'accord. Il faut pas t'impliquer dans ça. Reste en dehors. Ça c'est la rébellion casamassaise, oui. Ok. On peut la maîtriser pour toi. Mais si tu veux mettre les bâtons dans nos roues, on va l'activer contre toi. Ça c'est qui? Ça c'est Muammar Kadhafi. Ok, d'accord. Vous croyez qu'il n'a pas été informé? Vous croyez que Diomaye n'est pas informé? Ousmane Sonko, il a fait la grande gueule. Il est dans le pouvoir et il voit la réalité du pouvoir. Mais c'est pas un militaire. Est-ce qu'il vraiment dit, le jour au Burkina Faso, je ne suis pas politicien, je n'ai pas la langue de bois. Je suis militaire. Seul un militaire peut amorcer le développement dans nos pays. Je m'en fous de ce qu'on va dire de cette histoire de démocratie bidon. Donald Trump l'a dit la dernière fois. On dit que je suis antidémocrate. Mais j'ai pris une balle pour la démocratie. Il a dit, I took a bullet for democracy. Il a dit, mais on a tiré sur moi à cause de la démocratie. J'ai pris une balle pour la démocratie. Alors, seul un militaire peut mettre nos États sur les rails. Si effectivement les 4000 milliards de barils au Mali sont confirmés, ça ce n'est que le bassin des Taoudéri. Ça ce n'est pas l'ensemble de toutes les réserves. Si c'est confirmé, le Mali devient le premier pays au monde avec une telle capacité et quantité de pétrole. Vous savez, les gens ne veulent pas. J'ai envie de rapprocher parce qu'on est un peu fatigué, il est déjà minuit. Mais plus on parle, plus les idées viennent, plus on a envie de développer, plus on a envie d'aller beaucoup trop loin, plus on veut. Parce que tout ça, c'est ça, tout est lié.
j'ai écouté un politicien, non, oui, je sais pas trop, mais c'est, je crois, c'est pas un politicien, c'était oh là là, merde. J'ai pris du temps à écouter le monsieur, c'était très intéressant. Il a parlé des réserves. Pourquoi l'Afrique ne doit pas se développer? Pourquoi l'Afrique doit rester instable? Pour que l'Occident puisse financer son mode de vie. L'Occident n'a aucune réserve en tant que tel, à l'exception de la Russie, et puis qu'on appelle du Golfe, la monarchie du Golfe. Et le monsieur, ils ont dit, l'Afrique en termes de ressources est la première puissance à disposer autant de réserves que n'importe quel continent sur la planète Terre. Et c'est après l'Afrique que vient le Golfe, les pays du Golfe là, les Arabes là. Nos réserves, et vous savez la différence entre nous et les Arabes, vous savez la différence c'est quoi? Parce que, à l'exception du Nigeria, où c'est des bêtises là-bas, vous avez vu avec d'un côté, l'Afrique n'a même pas commencé encore à exploiter les 1/10 de ses ressources. Que ce soit en diamant, que ce soit en or, que ce soit en lithium, que ce soit en gaz, que ce soit en pétrole, que ce soit en uranium, en bauxite, en phosphate, que ce soit en fer, tout ce que vous connaissez. Même la Guinée a commencé, mais la Guinée n'a même pas encore fait les 0,0,0,1/10. La Guinée n'a même pas encore commencé. Alors, donc ce combat-là, le combat que l'Occident nous mène, la déstabilisation, c'est pour éviter que des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie et bien d'autres puissent avoir accès à cette manne de ressources et imposer, je répète une troisième fois, et imposer un prix sur ces ressources-là. Vous avez vu la Russie, malgré les manigances et de la France et de l'Union européenne, la Russie a maintenu le cap et a même augmenté le prix du coût du baril, contrairement à ce que l'Union européenne voulait exiger. Comme elle le fait, elle a pris, elle croit pouvoir le faire avec la Russie. La Russie a dit, je ne vends pas mon pétrole, c'est terminé. Ou vous achetez à mon prix, ou vous n'achetez pas. C'est à cela que l'Afrique doit arriver, à imposer son prix. Mais ils savent que nous avons les plus grandes réserves au monde. Il y a des réserves qui n'ont même pas encore été touchées. Pourquoi l'Union européenne signe un contrat avec le Rwanda de Paul Kagame, qui ne dispose d'aucune ressource et qui aujourd'hui est plus développé, un des pays les plus développés en Afrique, plus développé que la RDC. Mais c'est en RDC que les Rwandais vont piller. Aujourd'hui, ce n'est même plus le M23 hein, ou bien M22, je ne sais pas trop, c'est pas eux. Hein. J'ai écouté un documentaire il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ce sont les soldats, je répète, ce sont les soldats rwandais qui sont aujourd'hui à l'est de la RDC. Aujourd'hui, ce sont les soldats rwandais. Il y a plus de 3000 soldats rwandais qui sont en RDC. Donc, ils ont pris le contrôle. Ils ont pris le relais. Parce que le contrat que Kagame a signé avec l'Union européenne, c'est des milliards. Et Kagame ne veut pas perdre ça. Il ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. Donc, il a mis les enfants des M23 là à côté. Et puis lui-même, il a envoyé ses hommes sur le terrain. Il ne cache même plus. Parce qu'il a dit aux Américains, je vous ai écouté, je vous ai entendu, mais je ne ferai pas ce que vous avez dit. Ce petit président-là, je vais lui montrer que je suis un ancien rebelle, j'ai fait la guerre. Est-ce qu'il a fait la guerre? Donc Paul Kagame a sorti ces missiles-là. Les missiles, il a acheté avec qui? Il a acheté avec l'Angleterre.
Les mêmes missiles qu'on refuse de vendre aux Africains, Kagame a acheté ces missiles-là, et avec l'Angleterre, et avec la Chine, et avec la Russie. Et ce sont ces missiles-là, les Américains ont pour eux aussi dedans, qu'il a orienté vers la RDC. Ces missiles-là sont orientés vers la RDC. Et la RDC peut faire quoi? La RDC subit. Et aujourd'hui, ce sont les soldats rwandais qui ont pris possession de ces mines-là. Et puis, ils se sont assis. Depuis, il a orienté ces missiles-là vers Kinshasa. Est-ce que vous voyez encore le président congolais l'a parlé? C'est pourquoi je dis, j'insiste, pour amorcer le développement de nos États, il faut des présidents comme Ibrahim pour prendre des décisions. Vous voyez, les représentants de Rosatom sont au Burkina pour finaliser la mise en place de la centrale nucléaire par rapport à l'électricité du Burkina. Et en même temps, la mise en orbite du satellite burkinabé, c'est déjà planifié dans, je crois, quelques semaines ou quelques mois, mais ça dépend de la météo, c'est ce qu'ils ont dit, sinon c'est fini. La construction est terminée, le satellite est déjà prêt, terminé. Vous savez, ils vont perdre beaucoup en termes de communication, parce qu'on utilise leur satellite. Donc le Burkina aura son propre satellite, ça veut dire que le Burkina va développer son propre réseau de communication qui ne sera pas connecté au réseau occidental. Donc on ne pourra plus pirater ni les communications au Burkina, mais le coût de la communication va baisser de façon drastique, puisque le satellite va servir aussi à la communication. En Chine, il faut être un militaire pour oser faire ça. Un politicien ne peut pas faire ça. Un politicien veille sur les intérêts de ses maîtres occidentaux. Le militaire veille sur les intérêts de son peuple, de son pays. Alassane Ouattara, avec sa grande gueule, sa bouche tordue, là, par le cancer veut le tuer, là. Ce vieux menteur aussi, voilà, plus de 100 000 milliards qu'il a géré, il n'a même pas un satellite à son nom. Ibrahim est arrivé quel jour? Voilà, Ibrahim aujourd'hui, le satellite burkinabé est prêt à aller à l'orbite. Ils auront leur centrale nucléaire. Donc l'énergie sera bon marché. Les entreprises vont être un peu partout. Le tissu industriel sera développé. Les investissements seront massifs parce que l'énergie sera bon marché et le Burkina n'aura aucun problème. Le satellite va donner une communication avec un coût relativement bas. Alors, quand vous regardez ça, c'est ça que l'Occident ne veut pas. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Quand le Mali a un satellite, le Burkina a un satellite, le Niger a un satellite. L'Algérie est dans tous les problèmes parce que l'Algérie voulait être la seule puissance dans le Sahel à dicter sa loi. Au regard de ce qu'elle a fait au Mali, l'Algérie, maintenant qu'elle sait que c'est gâté entre elle et le Mali, c'est pourquoi je vais interpeller le premier ministre nigérien, la Zen. Je sais que c'est un homme averti. Il doit faire beaucoup attention parce que l'Algérie ne changera jamais sa façon de faire. Comme elle a échoué au Mali, l'Algérie veut maintenant entrer au Niger. J'ai vu que l'Algérie veut intensifier ses relations avec le Niger. Mais pourquoi c'est maintenant que l'Algérie veut faire ça? C'est là que l'AES, et comme nous savons aussi que le Niger sait très bien où il va, donc à ce niveau, moi je n'ai vraiment pas trop peur, quoi. Je suis pas inquiet, je veux dire. Pourquoi c'est maintenant que l'Algérie propose cette relation, cette cohabitation? Il y a longtemps que le Niger est là. On sait que leur pipeline gazoduc passe par le Niger, mais réactiver, mais pourquoi c'est maintenant au regard de ce qu'elle a fait déjà contre le Mali? Donc, croire que le Sénégal va faire plus que ce qu'ils ont dit, c'est faux. Le président Diomaye a reçu des informations et on lui a parlé. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit que les services de renseignement doivent informer leur président sur des éventuelles actions à prendre. Vous voyez que Diomaye n'a pas été briefé.
Il a été briefé. Et pas seulement par son service de renseignement, mais les services de renseignement occidentaux. Parce qu'ils considèrent que les pays du Sahel, les pays de l'AS, c'est la survie de l'Europe. Et ils ne peuvent pas permettre que la Chine ou la Russie leur impose leur volonté. Donc, mieux vous déclencher une guerre dans le Sahel pour préserver leur mode de vie, pour assurer leur volonté, que de laisser la Russie et la Chine avoir leur mot à dire quand il s'agit de la sécurité nationale ou la survie de l'Europe. Alors, il y a une façon de présenter les choses. Quand c'est fait comme ça là devant Diomaye, vous croyez que Diomaye va dire quoi? Vous croyez que Diomaye va faire quoi? Il va rien faire.